Merci de votre participation. Donc, on est ensemble aujourd'hui dans le cadre d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui a été menée avec des employeurs, des structures médico-sociales autour du quartier du Grand Parc, qui se sont réunis pour réfléchir sur leur métier, leur recrutement, la vie de leurs salariés, etc. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu, c'est donner un peu de visibilité aux métiers, que ce soit les métiers du domicile dont on va parler là avec deux salariés des Domis, deux Corinne, qui nous font le plaisir de venir nous livrer un peu leur témoignage sur leur métier. Donc, ce matin, là, entre 9h30 et 10h30, on va parler des métiers qui s'exercent à domicile, donc des métiers du service à la personne. L'objectif, c'est voilà, que vous puissiez recueillir des informations sur qu'est-ce que c'est la réalité du métier à la fois d'auxiliaire de vie et puis d'aide-soignante, avec voilà, deux salariés des Domis qui nous font plaisir de participer aujourd'hui. Donc, bonjour mesdames, bonjour les deux Corinne. Bonjour. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que on puisse voilà, parler de votre parcours professionnel. Vous avez toutes les deux un parcours assez riche au sein de vos structures, de plus de 20 ans d'expérience pour toutes les deux. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Corinne, auxiliaire de vie, peut-être? Ben oui, donc bonjour. Alors, Corinne, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous puissiez nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi ce métier et puis enfin, voilà, que vous commenciez à nous parler de votre parcours professionnel. J'ai débuté ce métier. Au départ, c'était un métier de bouche. C'était pour me nourrir, pour nourrir la famille. Et puis, petit peu par petit peu, on finit par aimer son métier. Et on y reste, puisque ça va faire 20 ans que j'y suis. C'est une sacrée expérience. Voilà, tout à fait. Et j'ai commencé en tant qu'agent à domicile. Ensuite, je suis devenue aide à domicile. Et D'accord. en passant un diplôme, je suis devenue auxiliaire de vie sociale. Et D'accord. dernièrement, baluchonneuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le baluchonnage, puisque c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas. Alors, le baluchonnage consiste à aider les aidants en prenant leur place pendant quelques jours, le temps qu'ils puissent, eux, souffler et prendre soin d'eux-mêmes. Voilà. Vous allez chez des personnes pendant une durée un peu plus longue qu'une intervention habituelle, c'est ça? Tout à fait. En fait, on reste 3 jours et 2 nuits. D'accord. Et donc, nous arrivons chez ces personnes-là. Elles ont déjà préparé leur baluchon. Nous, on arrive avec le nôtre. Et ces personnes-là nous donnent les clés de la maison et leur confiance pour s'occuper de la personne à aider et partir plus ou moins l'esprit tranquille de manière à pouvoir se reposer elle-même. D'accord. Voilà. Et on s'occupe d'elle 24 heures sur 24. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre... Alors là, le baluchonnage, c'est un dispositif un petit peu particulier. Tout à fait. J'imagine pour des auxiliaires de vie qui ont aussi un petit peu d'expérience, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien en tant qu'auxiliaire de vie, votre organisation quotidienne, comment vous... Enfin, voilà, quelle est un peu une journée Type d'une journée. Alors, le type d'une journée, en général, on peut commencer à 8 heures du matin où nous pouvons faire des petits déjeuners pour les personnes. Nous préparons les petits déjeuners, nous leur servons les petits déjeuners. Éventuellement, il nous est demandé on peut faire des aides à la toilette pour certaines personnes. Nous pouvons faire les lits des personnes et on fait éventuellement un petit peu d'entretien. Ensuite, on s'en va. On part chez une autre personne et où là, l'activité peut être diverse. Alors, on peut être amené à faire des courses, des papiers administratifs, de l'entretien du logement. Voilà, tout ça est global. Avant d'arriver à la période à peu près de 11 heures, à partir de 11 heures et jusqu'à 13 heures, voire 13h30, voire 14 heures, nous avons la réalisation des repas du midi.
D'accord. Donc là, c'est pareil. On peut avoir ou des préparations de repas à faire ou du réchauffage, car certaines personnes reçoivent les portages des repas à domicile. D'accord. Comment est-ce que vous vous organisez pour passer d'un bénéficiaire à un autre? Ben, on reçoit nos plannings sur notre téléphone de travail où D'accord. tout est stipulé dessus, donc ce qui est le nom de la personne, l'adresse, et enfin toutes les coordonnées et les informations éventuelles que l'on peut avoir à réaliser chez cette personne-là. D'accord. Et donc vous, les déplacements, vous les faites comment? Alors moi, ça dépend. Quand il fait beau, je suis en vélo. Ouais, Quand le temps ne s'y prête pas, ben, je suis à pied, tout simplement. d'accord. Voilà. Ok. Parce que sur le secteur du Grand Parc, on n'a pas besoin de véhicules, quoi, on va dire. D'accord. Tout est réalisable à pied ou en vélo. Après, dans d'autres secteurs, on peut être amené à devoir prendre des bus ou des voitures personnelles. D'accord. Le, Donc la, la marche à pied, le vélo aussi. d'accord. Dans votre structure, vous avez un secteur un secteur d'intervention qui est prédéfini à l'avance? Tout à fait, oui. Nous avons plusieurs secteurs. D'accord. À Edomi, nous avons 4 secteurs. Ok. Je ne les connais pas tous très très bien, mais je sais qu'il y a le secteur de la gare, il y a un petit peu d'intervention au niveau de la Bastide. D'accord. Et dans le centre-ville, tout est défini. Après, il y a un secteur du centre-ville un peu plus démarqué et vers Codéran. Ensuite, D'accord. vous avez un autre secteur, donc le Grand Parc. Mais ça englobe les boulevards, il y a un petit peu, c'est déjà prédéfini. Et le quatrième secteur qui est Bacalan et le secteur de Saint-Louis. D'accord. Ok. Donc vous, c'est le secteur du Grand Parc, donc vous Secteur naviguez du Grand Parc, voilà. dans un même secteur au cours de la journée. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près chez combien de personnes vous intervenez dans une journée? C'est Ça va variable. dépendre des emplois du temps. Il y a D'accord. des journées où je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il y a d'autres journées où on pourrait en avoir plus. Ça va dépendre du nombre d'heures que vous devez effectuer aussi sur votre compteur. D'accord. Ok. Je vous ai coupé dans le récit de votre journée. Vous nous disiez, le midi, vous êtes consacré à la préparation des repas, soit du réchauffage, soit de la préparation. Et ensuite, il y a des tâches qui changent au fur et à mesure après dans l'après-midi, le soir. Ah ben, l'après-midi, c'est plus ou moins comme dans la matinée. C'est au D'accord. choix des personnes. Il y en a certaines qui préfèrent que nous intervenions l'après-midi euh, pour faire les courses, pour faire les mêmes tâches que dans les matinées, le D'accord. repassage, l'entretien du linge, il y a plein de choses qui peuvent se greffer. Et en général, à partir de 17h30 et jusqu'à des fois des 20h30 et on pourra être obligé d'aller travailler jusqu'à 21h le soir pour les D'accord. repas et les couchers des personnes aussi. D'accord. Donc ça, l'amplitude horaire, est-ce que c'est comment est-ce que vous le gérez, vous, dans votre quotidien de travail? Avec l'expérience, à force, on s'y habitue. Voilà, tout D'accord. simplement. C'est peut-être beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver de se dire oh là là, parce qu'on peut avoir des coupures. Hein. C'est pas toutes les journées qui sont pleines comme ça. On D'accord. peut avoir des coupures. On a des coupures de toute manière. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vie dans la structure au sein des DOMI? Quel lien vous avez avec des collègues, des responsables? Comment est-ce que vous vous rencontrez? Plusieurs fois par an, nous avons des réunions avant le Covid, mais on les fait toujours, mais beaucoup moins nombreuses que l'on était avant. Nous faisons des réunions où nous nous rencontrons et où nous pouvons parler avec nos responsables de secteur ou nos collègues des problèmes que l'on peut rencontrer avec nos usagers sur le terrain. D'accord. Les responsables de secteur, pour rappel, ce sont les personnes qui font les plannings, qui vous Tout transmettent à fait. l'information, c'est ça, Oui, sur vos interventions. exactement. D'accord. C'est une personne ressource, on peut dire. Exact. C'est celle qui nous procure notre travail, on va dire. Très bien. Euh,
Vous nous disiez tout à l'heure que dans votre parcours, vous aviez évolué, passé des diplômes, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous y êtes pris pour changer de métier finalement? Au départ, vous arrivez, on va dire, plus ou moins sans expérience. Donc, vous avez la petite échelle, la première marche de l'échelle, et au fur et à mesure de vos années d'expérience, vous obtenez une échelle supplémentaire, une barre d'échelle supplémentaire. Par contre, pour le métier pour pouvoir dire que je suis auxiliaire de vie, j'ai dû passer mon diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale en passant le DEAVS. D'accord. Donc, vous êtes allé en formation tout en travaillant. Tout à fait. D'accord. OK. Et vous avez vous avez fait des cours, vous êtes allé dans un organisme de formation. Oui, c'était, je partais à Talence. Alors là, le nom, Non, non, c'était pour si, montrer voilà, en fait. c'est assez, ça fait quand même pas mal d'années, donc c'est assez loin, je vais dire. D'accord. Je me rappelle. Oui, c'était pour montrer en fait qu'il y a des évolutions possibles et qu'on peut aussi, dans certaines structures, dans certains organismes, suivre des formations tout en travaillant au fur et à mesure de sa carrière. Tout à fait. Et les formations sont importantes pour pouvoir prodiguer les bons gestes qu'il faut pour se préserver et pour autant préserver les usagers chez lesquels nous intervenons. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation un peu complémentaire sur les gestes notamment? Alors, j'ai fait des gestes, des formations d'ergonomie où nous apprenons avec l'ergonomie justement à pouvoir nous déplacer, faire les bons mouvements quand nous travaillons. J'ai passé mon brevet de secourisme aussi, ce qui est très, très important. Parce que quand on peut arriver sur des interventions quelquefois où les personnes malheureusement se sont blessées ou trouver des personnes tombées ou voilà quoi, hein, qui ont des petits accidents de la vie comme nous pouvons en avoir aussi. J'ai eu quoi comme on a quoi comme formation aussi on en a. En fait, c'est suivant les besoins que nous avons. Nous avons des heures de diff et nous demandons les formations que nous voulons. Donc, j'ai fait aussi des formations sur la maladie d'Alzheimer pour être un peu mieux informée sur cette maladie et comment me tenir vis-à-vis d'une personne qui a l'Alzheimer, le Parkinson. C'est le besoin que nous avons nous-mêmes, que nous ressentons nous, pour pouvoir prodiguer les meilleurs soins aux personnes. D'accord. Du coup, je rebondis un peu sur ce que vous dites, dans la relation aux personnes et dans la relation aux bénéficiaires que vous voyez tous les jours, quels sont les points positifs un petit peu de ce métier et de ce relationnel avec les personnes que vous accompagnez? Les points positifs, on arrive quand même à s'attacher à ces personnes, mais tout en gardant quand même une barrière, hein, parce que on est quand même dans le cadre du professionnel hein, et pas du familial ou de l'entourage personnel. Donc, et on finit par connaître vraiment les personnes en sachant quand ça va pas et quand ça va au niveau de leur caractère, quoi. Parce que ça peut nous arriver aussi à travailler chez des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre. Donc, au départ, j'ai mal là, on s'inquiète pour elles et on finit par savoir qu'en fait, c'est un mal pour qu'on s'intéresse à elles et pas un mal réel, qu'on va dire. D'accord. Donc, vous finissez par bien cerner aussi les caractères de chaque personne. Tout à fait, exactement. Connaître les personnes, c'est pareil, pouvoir se débrouiller quand on nous envoie faire des courses et puis qu'on se retrouve, l'article demandé n'y est pas, en sachant comment est la personne et connaissant ses goûts, on peut se permettre de prendre quelque chose à côté de manière à pouvoir satisfaire sa demande quand même. D'accord. Et pour rebondir un petit peu, quels sont les points de vigilance à avoir justement dans ce relationnel ou au contact des personnes, ce à quoi il faut faire attention? Il faut faire attention, quelquefois, vous avez les personnes qui ont des conflits familiaux et il ne faut pas rentrer dans leur jeu.
Parce que quelquefois, la personne va se plaindre, va nous dire, voilà, mon fils, il est venu, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis on va entendre un autre son de cloche. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses-là et essayer de déceler plus ou moins, de savoir quand il y a du vrai, qu'il y a du faux. Et le fait de côtoyer les personnes tous les jours, on sait quand le vrai est là et quand le faux y est aussi. D'accord. Donc, vous faites partie quand même de la vie aussi des personnes chez qui vous intervenez. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, parce que dès qu'on arrive, ça y est, notre sauveur est arrivé. C'est vrai que pour eux, mais ça coupe aussi de leur petite solitude qu'ils ont régulièrement, en fait, tout le temps. Du peu qu'ils aient plus de famille ou peu de famille, ou que la famille soit trop loin, nous, on est là pour pouvoir couper ce quotidien et leur donner un lien avec la société. D'accord. Pour les personnes là qui nous écoutent, qui sont avec nous et qui pourraient s'intéresser à ce métier-là, est-ce que vous auriez je sais pas, des conseils, des conseils à suivre dans leur recherche d'emploi ou alors pour appréhender ce métier, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Qu'est-ce que je peux leur dire? Bon, déjà, il leur faut beaucoup de patience parce que c'est des personnes ou âgées ou handicapées, donc il faut vraiment avoir de la patience pour pouvoir avoir ce métier-là et ne pas exiger trop d'eux au départ parce que c'est pareil. Il faut apprendre à les connaître, donc il faut avoir de la patience pour pouvoir les connaître. Les qualités, moi, que je dirais qu'il faut pour ce métier, patience, il faut de la ponctualité, parce que c'est vrai que les personnes nous attendent à telle heure, et donc c'est vrai qu'on peut avoir un peu de retard, mais pas de trop, parce qu'elles s'inquiètent facilement. Donc c'est bon pour elles aussi. La ponctualité, la patience, de l'organisation aussi, de par son travail. Savoir les tâches primordiales à faire au départ et puis les secondaires. C'est vrai que en fait, au domicile des personnes, vous êtes seul et du coup, c'est vous aussi qui vous organisez pour planifier les tâches, etc., pour savoir ce que vous avez à faire en priorité. Tout à fait, parce que moi, personnellement, quand j'arrive, les personnes me connaissent ou je connais les personnes, ou même quand je ne les connais pas, que je fais des remplacements, en arrivant, la première des choses, je leur demande est-ce qu'elles ont des tâches spécifiques à me demander quand j'arrive. Et suivant les tâches que l'on me demande, après, je m'organise plus ou moins en voyant le travail à effectuer, à pouvoir travailler correctement. Donc, il faut de l'organisation. Ouais. Et aussi pas mal de polyvalence, j'ai l'impression, puisque quand vous nous avez raconté votre journée tout à l'heure, c'est des tâches assez différentes, passer d'un aspect à un autre. Oui, tout à fait. Il faut pouvoir, faire de l'administratif quand on vous en demande, même passer des coups de téléphone pour prendre des rendez-vous pour les personnes elles-mêmes. Donc, on a des petits rôles de petite secrétaire, on va dire aussi. On peut être amené à faire énormément de tâches, oui, effectivement. D'accord. Est-ce que peut-être qu'on va conclure et on va passer au témoignage de la deuxième Corinne de chez Adomi et comme ça on garde des petites questions pour vous pour la fin de l'intervention, ça vous va? Très bien, pas de problème. Merci beaucoup Corinne. Merci. Est-ce qu'on peut du coup, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro? Ah ben voilà. Et c'est fait. Bonjour à la deuxième Corinne de chez Bonjour à tous et à toutes. Alors Corinne, vous êtes aide-soignante Oui. à domicile chez Adomi. Oui. Est-ce que, comme votre collègue, vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours professionnel? Alors moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'aide à domicile, 7 ans en tant qu'aide-soignante. Avant, j'étais auxiliaire de vie. Je suis arrivée par hasard dans le métier. Je me suis occupée d'une personne âgée qui avait la maladie d'Alzheimer et de Parkinson et de sa fille handicapée mentale. Après, cette dame est décédée, donc j'ai changé de travail. Je suis allée vivre à La Réunion où j'ai passé un titre d'intervenante à domicile. Après, je suis revenue en France, je bouge beaucoup. Et j'ai été embauchée par Edomi et comme auxiliaire de vie. Et là, j'ai commencé à évoluer. J'ai fait pas mal de formations. Après, j'ai voulu être aide-soignante, pardon.
Donc, pour être aide-soignante, je suis passée par une passerelle. J'ai fait une validation des acquis pour être auxiliaire de vie sociale. Et après, j'ai fait mon école d'aide-soignante. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi ça consiste, une VAE? Alors, une VAE, c'est au bout de 3 ans d'auxiliaire de vie classique, on va dire, qu'il n'y a pas de diplôme. Vous avez plusieurs modules à passer. C'est beaucoup d'écrits. Vous êtes aidé par une dame qui vous aide à faire ces écrits. Il y a une 20 heures, je crois, d'aide. Et vous racontez, en fait, ce que vous faites à domicile. Comme si vous aviez un miroir en face de vous et vous devez raconter tout en détail ce que vous faites. Et du coup, vous passez plusieurs modules. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Hein. Et voilà. Et après, c'est une passerelle pour être aide-soignante après. D'accord. Et pour la formation d'aide-soignante, comment ça s'est passé pour vous? Alors, du coup, moi, j'ai fait mon école à Bagatelle, où j'ai vu une dame qui m'a conseillé de passer cette VAE pour avoir moins de modules à passer d'aide-soignante. Comme j'avais déjà pas mal de qualifications, je faisais déjà des soins à domicile, du nursing. Donc, avec ça, j'ai eu plus qu'à passer 4 modules d'aide-soignante. D'accord. Voilà. Donc, on fait à peu près 10 mois d'école en classique quand vous avez passé un concours. Mais là, j'ai eu que 3 mois sur le terrain. En tout, je crois que ça faisait 5 ou 6 mois d'école. Et entre deux, je travaillais comme auxiliaire de vie dans l'association. D'accord. Qu'est-ce qui change entre le métier d'auxiliaire de vie et celui d'aide-soignante? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Ce qui a changé, c'est que on fait du soin. On fait plus de repas, de ménage, etc. On travaille ensemble avec les auxiliaires de vie, mais c'est plus tout à fait le même travail et on a des tournées, nous. On n'a pas personne par personne. On a une tournée le matin ça peut aller de 5, 6, 7 personnes. Après, on a une coupure et le soir, on a une autre tournée. D'accord. Et ça veut dire quoi une tournée alors? C'est vous qui vous organisez? Alors, une tournée, c'est vous devez prendre soin de plusieurs personnes, c'est-à-dire le nursing, les habiller, les mettre dans un fauteuil, des soins de confort en fait, des soins d'hygiène et de confort. On peut donner des petits déjeuners aussi en tant qu'aide-soignant. D'accord. Voilà. Vous faites le lien avec les auxiliaires de vie? Vous disiez vous travaillez ensemble? Oui, parce qu'on se croise beaucoup, les auxiliaires de vie et nous, et voilà, on travaille ensemble parce que quelquefois, ça arrive que la personne s'est souillée, l'auxiliaire de vie l'aura changé. Voilà, c'est vraiment un travail en collaboration. D'accord. Est-ce que vous avez des outils pour vous transmettre les informations, etc.? Alors, on a un cahier de transmission dans chaque domicile. On a un pour le SIAD et un pour l'aide. Et il y a un cahier aussi classique où on se passe des infos dans ce cahier. Et on a le téléphone professionnel aussi. Ok. Et est-ce que vous aussi, vous avez des réunions, des occasions d'échanger? Alors, nous, tous les matins, on va à 7h30 au bureau pour avoir justement, pour se passer les infos. Et on a une réunion tous les mardis où là, on parle des patients, etc. D'accord. De 2 heures. D'accord. Donc, c'est très régulier quand même, toutes les semaines? Nous, c'est très régulier dans le soin, oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous nous avez décrit un petit peu votre organisation quotidienne qui est un peu différente des auxiliaires de vie, vous? Oui, tout à fait. En termes d'horaire de travail ou d'amplitude horaire, comment ça s'organise? Alors, on commence pour ceux qui sont à temps plein, on fait 7h30, 12h30. Où là, on fait notre tournée, donc on l'arrange comme on peut, quoi. Comme on a 4h30 pour s'occuper du nombre de personnes qu'on nous donne. D'accord. On a le temps, c'est pas comme dans les hôpitaux ou les maisons de retraite où on speed, là, on a vraiment le temps. Après, on a une coupure, on reprend à 16h jusqu'à 20h30, où là, on fait le sens contraire, on fait le nursing de soir et on couche les personnes. D'accord. Excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, ça me concentre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement des points positifs un peu de votre métier? Qu'est-ce que vous y avez trouvé, vous, dans ce métier du soin? Humainement, c'est très fort parce qu'on rencontre plusieurs publics. Comme on dit, on s'attache, mais on n'a pas le droit de s'attacher, entre guillemets. Donc, il faut mettre des barrières. Hein, c'est comme les auxiliaires de vie.
il faut être très à l'écoute de la personne, très observatrice dans ce métier parce qu'on fait le lien avec les infirmières. Donc, s'il y a un problème, que ce soit psychologique, cutané, parce qu'on fait des états cliniques, etc., il faut être très, très réactif pour passer les transmissions. Voilà, c'est plein de petits détails qui sont importants. Ah, je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. C'est bon, je suis revenue. Ah ouais. J'avais coupé le son à cause du téléphone. Quels sont un petit peu justement les points de vigilance à avoir, les points sur lesquels enfin, voilà, Alors, nous, il faut d'échange? faire attention aux habitudes, parce que quand on a trop d'habitude avec une personne, quelquefois, on ne voit pas ce qui ne va pas bien, en fait. Parce qu'on a tellement l'habitude de faire des soins classiques que quelquefois, on ne voit plus l'essentiel. D'accord. Donc, il faut être très, très vigilant, il faut être très observatrice sur sur tous ces points. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous pouvez être amené à signaler des choses qui évoluent justement chez les personnes que vous accompagnez? Oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes, c'est le vieillissement, donc les personnes se dégradent vite. Donc, voilà, c'est toujours des points de vigilance, quoi. Oui. Sur l'état cutané, sur les états cliniques, etc. D'accord. Vous faites aussi des gestes techniques parfois? On fait beaucoup de gestes techniques Ouais. parce qu'on a beaucoup de matériel. D'accord. On lève la personne ou avec des lèvres malades, des verticalisateurs, plein de choses. On a plein de matériel autour de nous. En fait, on est à domicile, mais on a le même matériel qu'à l'hôpital. On a des lits médicalisés, on a vraiment tout le matériel pour nous aider. D'accord. Et quelle différence justement vous faites entre le métier le métier d'aide-soignant qui s'exerce à domicile et ceux qui peuvent exercer en structure? En quoi c'est différent? Moi, je trouve qu'on a plus de temps. On a plus de temps. On est vraiment une personne pour une personne. D'accord. Donc, on a vraiment le temps de s'occuper de la personne qui est en face de nous. D'accord. Ouais. C'est l'intérêt que vous y trouvez à exercer? Oui, moi, j'ai toujours aimé le domicile pour ça, parce que vraiment, on est une personne pour une personne. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quels seraient les conseils avec toute l'expérience que vous avez là, que vous donnez, je ne sais pas, aux nouveaux arrivants ou aux personnes qui souhaiteraient un peu se lancer dans la formation peut-être d'aide-soignante ou, Des conseils, ouais. c'est un métier très intéressant, très humain. Voilà, il faut toujours évoluer dans ces métiers. La preuve, d'auxiliaire de vie, aide-soignante. Après, il y a des passerelles pour être infirmière. On peut évoluer dans l'association, etc. Mais toujours aider. Et moi, je sais que j'ai fait plusieurs formations. Je fais des formations des aspirations trachéo. Maintenant, j'ai fait des formations sur les aides techniques et je forme mes collègues auxiliaires de vie dans ces aides techniques. Donc, c'est intéressant, on peut toujours évoluer. Il faut s'intéresser à la vie de l'association, en fait. Il ne faut pas rester dans son petit coin isolé, alors qu'on a une structure où il y a beaucoup de monde pour nous écouter. D'accord. Donc, vous êtes devenue formatrice, un peu formatrice interne? Voilà, tout à fait. D'accord. Pour vos collègues auxiliaires de vie? Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et est-ce que vous êtes régulièrement amené à faire ce genre de formation, du coup? Mais là, on a commencé le mois dernier. Donc, on va former toutes les auxiliaires techniques à ces aides techniques. Pardon. Et voilà, jusqu'à ce qu'on ait formé toutes les auxiliaires de vie. D'accord. Et les aides donc, ça va être amené, c'est 2 sessions. D'accord. Les aides techniques que vous nous parlez, c'est… Alors, les aides techniques, c'est tout ce qui sert à manipuler la personne sans nous se faire mal à nous et à la personne. Ça va être un disque de transfert, une ceinture, une planche de transfert, un lève-malade, toutes les aides techniques. C'est vrai qu'un des aspects importants de vos métiers, c'est justement la sécurité pour les personnes que vous accompagnez et pour vous-même. Et pour nous. Ouais. Oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'accidents de travail à cause des mauvaises manipulations. Donc, il faut vraiment être formé à la manipulation de la personne. D'accord. Oui, c'est un aspect très important. Oui, très important. Quel conseil vous pourriez donner sur justement la réussite d'une intégration dans la structure, dans l'association ou dans un parcours professionnel? C'est-à-dire
un conseil pour les personnes qui se lanceraient dans ces métiers-là? Ah ben, c'est un métier alors, très enrichissant. Moi, j'aime mon métier, hein. De toute façon, il faut aimer ce métier, sinon on ne tient pas dans la longueur. Et vraiment, humainement, c'est vraiment enrichissant, hein. D'accord, Il faut le faire. On ne dit pas que c'est facile, hein, c'est un métier dur, hein, que ce soit auxiliaire de vie ou aide-soignante, mais très, très enrichissant. d'accord. Et les points plus… Alors, je n'ai pas envie de dire points négatifs, mais ce sur quoi il faut faire attention? Et ben, être vigilant, justement, parce que Ah oui, vous les l'avez dit. personnes s'attachent à nous, donc il faut quand même mettre cette barrière professionnelle. Et puis, Comment, malheureusement, comment on travaille ça à la distance professionnelle? ben, moi, j'ai cette capacité, comme je dis, quand je ferme la porte, je laisse tout dans la maison. Voilà, j'ai mes 10 ou un quart d'heure de déplacement, et ben boum, je recommence ailleurs. Je n'emmène pas le malheur chez une autre personne, mais je ne l'emmène pas chez moi. Ou à la rigueur, si, je vais raconter des blagues, des choses qui nous ont fait rire dans la journée, mais jamais les points négatifs. D'accord. Mais Donc, après, tout le monde n'a pas cette servir. capacité, hein. Psychologiquement, c'est assez dur, hein, pour les personnes qui n'ont pas la capacité justement de mettre des barrières. Oui, oui, c'est pas évident. On n'a pas tout ça. Non, c'est pas évident. Ah ben, après, dans notre association, il y a des groupes de parole où là, ben, on peut discuter de tout ça. On a un psychologue aussi dans l'association qui peut nous recevoir, etc. On a des aides, hein. Donc, vous avez un soutien si vous avez besoin Oui, pour ça, oui. On peut en parler à nos infirmières, à nos cadres infirmières. Non, pour ça, il y a beaucoup de communication. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que vous vous occupez d'un public qui est vulnérable, de personnes âgées. Oui, jeunes handicapés également, Oui, de plus en plus. d'accord. Et voilà, on a vraiment un public différent maintenant. C'est plus que la personne âgée. D'accord. Et c'est comment dire, vous avez choisi de travailler avec du public différent ou alors c'est… Oui, moi, je fais tous les publics. D'accord. Ouais, moi, j'aime bien changer, je fais tout le monde. D'accord. Je fais beaucoup aussi d'handicapés physiques parce que justement, je suis formée dans les transferts, donc c'est plus facile pour moi. D'accord. On retrouve aussi dans votre quotidien, je trouve, la polyvalence qu'on a notée chez votre collègue. Oui, tout à fait. Oui, nos métiers se rejoignent beaucoup, hein. Voilà. Sauf que nous, voilà, on ne fait pas le ménage à côté, et puis bien qu'on fasse du ménage aussi, parce qu'on entretient l'environnement. Mais voilà, après, on ne fait pas de ménage, on ne fait pas de repas, etc. Mais on donne les repas. D'accord. Quand il faut. Ok. Voilà. Et c'est vrai que le fait d'aller chez des personnes différentes, plusieurs personnes dans la journée, de passer d'un environnement à un autre, ça nécessite quand même voilà, cette polyvalence, Tout à fait. esprit de Ah rebondir oui. d'une situation à une autre. Oui, tout à fait. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, hein. Parce que après aussi, il faut faire avec les habitudes de la personne, parce qu'on n'arrive pas en terrain conquis, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Il faut s'habituer à la personne. D'accord. Voilà. Et puis aussi à son autonomie. On ne fait pas à la place. D'accord. Voilà, on travaille ensemble avec la personne. Voilà. On ne fait jamais à la place d'eux, hein. Il faut bien tenir compte qu'il y a l'autonomie de la personne. On n'est pas là pour faire ce qu'ils peuvent faire. Et comment, du coup, il faut se mettre d'accord avec la personne. Oui, tout à fait. Puis après, dans les soins, vous le voyez, hein, la façon dont il bouge, où il va dire, oh ben non, moi je vais me lever. On le voit rapidement, hein. D'accord. On le voit rapidement. Puis, en même temps, il faut faire attention à leur sécurité. Mais on voit rapidement ce qu'ils peuvent faire ou pas. Je crois que c'est pareil pour les métiers d'auxiliaire de vie. Donc, il faut tenir compte des capacités. C'est intéressant ce que vous dites des capacités, de l'autonomie. Ah oui, c'est très, très important. Il faut pas les grapatiser rapidement, quoi. Il faut vraiment qu'ils restent dans la vie quotidienne. D'accord. Est-ce que vous auriez un mot de conclusion ou quelque chose que vous souhaiteriez dire sur votre parcours, votre métier Moi, comme je disais tout à l'heure, j'aime mon métier. Je suis arrivée par hasard, ça fait 30 ans. J'y suis toujours aussi bien. Ouais. Et puis, tous ceux et celles qui viendront, bienvenue, hein, et on les formera peut-être. Oui, alors je voudrais revenir sur le fait que vous soyez devenue formatrice. Qu'est-ce que ça change pour vous? Enfin, voilà, comment vous avez appris à être formatrice? Alors, on a eu une formation justement pour être formatrice du D'accord. matériel.
Bah, après, ben, je connais beaucoup d'auxiliaires de vie, donc c'est plus facile aussi. Et puis tout se passe bien parce qu'on ben, on est des collègues, hein, on n'est pas là en tant que formatrice, on est vraiment là pour s'entraider. Comme je dis toujours, l'entraide est importante. Donc tout se passe bien, voilà. C'est enrichissant pour les unes et pour les autres. Oui, oui, c'est sûr que dans une carrière, c'est très intéressant enfin, voilà, De partager. ça et puis de transmettre aussi à Tout à fait. ouais, Tout à fait. des nouveaux. Ce que je peux proposer maintenant, c'est que s'il y a des questions sur les deux métiers et les deux témoignages très riches qu'on vient d'avoir, alors soit dans le chat, vous puissiez poser vos questions si vous le souhaitez, soit en réaction